Bon début du week-end chez vous et merci de nous choisir pour vous informer une fois de plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité sur votre télévision qui s'ouvre par les grandes lignes. Au sommaire de ce journal, arrivé au terme de sa mission en République démocratique du Congo, le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, Bruno Le Marquis, est allé rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, pour saluer la collaboration fructueuse entre la MONUSCO et le ministère de l'Intérieur. À suivre également dans ce journal cet échange entre le patron de la défense nationale, Guy Kebombo Mwadion-Vita, et la délégation de Human Rights Watch portant sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. À la fonction publique, le vice-premier ministre des tutelles, Jean-Pierre Liaou, a lancé l'appel à candidature des prix du service public 2026, une initiative qui vise à promouvoir et valoriser les meilleures pratiques au sein de l'administration publique. Enfin, en sa qualité de rapporteur de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, l'élu provincial Jimmy Ndombe Munyanga a dressé le bilan des réalités de terrain à Kipushi. Face aux urgences constatées, l'organe délibérant du Haut-Katanga a répondu favorablement. Les détails, c'est tout à l'heure dans cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Ce journal s'ouvre d'abord par cette information en ce jour de travail dans la capitale française. Le ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Mbadou, a eu une séance de travail avec Éléonore Karoua, ministre chargée de la francophonie et des partenariats internationaux de la République française. Cette rencontre marquée par une écoute mutuelle, constructive et un climat de confiance diplomatique a permis à Juliana Amato Lumumba, candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Suivez. À Paris, la RDC poursuit activement son offensive diplomatique. Les ministres délégués chargés de la francophonie a échangé avec son homologue française au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À ses côtés, Juliana Lumumba Amato, candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Face aux autorités françaises, la candidate congolaise a présenté sa vision stratégique ainsi que les grandes priorités de son programme pour l'OIF. Dans les couloirs de la diplomatie parisienne, Kinshasa continue ainsi de multiplier les contacts pour renforcer les soutiens autour de sa candidature. La RDC veut porter une vision africaine forte en s'appuyant notamment sur son poids démographique, culturel et linguistique au sein de l'espace francophone. Mais au-delà de la francophonie, les discussions ont également porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et la France, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. La situation sécuritaire dans l'est du pays et la résurgence de l'épidémie d'Ebola figuraient également au menu de ces échanges. Dans un autre registre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani Louko, a accordé jeudi 21 mai 2026 dans son cabinet de travail une audience à Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Arrivé au terme de sa mission après plus de 4 années passées en République démocratique du Congo, ce dernier est venu présenter les civilités et exprimer sa gratitude au vice-premier ministre de l'Intérieur pour la qualité de relations de coopération marquée par un dialogue constant et une coordination efficace sur les enjeux de sécurité et de gouvernance. Suivez ici Bruno Le Marquis au sortir de l'audience.
Donc je suis dans ma tournée d'au revoir, donc je passe dire au revoir à des partenaires, des collègues, des amis. Après 4 ans et demi au Congo, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, décentralisation, affaires coutumières et le vice-premier ministre, Jacquemain Chabani, un ministère, une personne avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé, on a très bien travaillé ensemble, donc c'était pour le remercier pour tout ce partenariat, cette bonne collaboration. C'est un ministère qui a beaucoup de mots dans son intitulé et pour chacun des mots, on a une collaboration active entre ce ministère et le système des Nations Unies. L'intérieur, donc l'intérieur c'est tout ce qui est l'administration territoriale. Je prends comme exemple tout le travail qu'il y a autour de la feuille de route sur la restauration de l'autorité de l'État à l'Est, où on a vraiment travaillé beaucoup ensemble, notamment autour de la situation particulière de la ville d'Ouvira. Si je prends les questions, le mot sécurité dans l'intitulé, on a beaucoup travaillé ensemble sur tout ce qui est la réforme de la police, le renforcement de la police nationale congolaise. Si on prend le mot décentralisation, c'est tout ce cheminement vers un processus de décentralisation qui est toujours en cours, puisque c'est un processus qui est complexe. Donc là, certaines agences des Nations Unies aussi sont impliquées. Et puis les affaires coutumières. Récemment, il y a eu un très grand événement, comme on le sait, le forum des chefs coutumiers, où là aussi la famille des Nations Unies, avec toutes ces agences, que ce soit la MONUSCO ou toutes les agences du système des Nations Unies, ont travaillé énormément. Donc voilà, il y a eu une collaboration multiforme avec ce ministère qui est vraiment important. J'oublie un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la gestion des catastrophes, donc la réduction des risques de catastrophes. Et si je peux dire un mot sur ça, puisque le VPM Chabani a vraiment été le leader, le porteur du sujet ces derniers mois. Voilà, donc on a discuté un peu de tout ça, on a fait un petit bilan de cette collaboration et avec beaucoup d'amitié. Et puis, de l'autre côté, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a échangé jeudi 21 mai 2026 avec la délégation de Human Rights Watch conduite par son secrétaire exécutif Philippe Bolopion. La délégation a présenté au patron de la défense nationale congolaise les résultats du rapport des études menées par Human Rights Watch à Uvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Regardez. Évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a échangé ce jeudi avec une délégation de Human Rights Watch, conduite par son directeur exécutif Philippe Bolopion. Au cours de cette séance de travail, la délégation a présenté au vice-premier ministre, ministre de la Défense congolaise, les conclusions d'un rapport issu des enquêtes menées à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu. Les échanges ont notamment porté sur l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, les mécanismes de protection de la population civile face aux violences des groupes armés, ainsi que certaines questions liées à des cas présumés de trahison et à l'interpellation des quelques officiers des FARDC. La délégation de Human Rights Watch a salué les efforts engagés par les autorités congolaises dans la recherche de solutions concrètes en faveur du retour d'une paix durable dans l'Est du pays. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a mis en avant le patriotisme du commandant suprême des FARDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les efforts consentis sous son leadership pour mettre fin aux abus et violences perpétrées contre les populations civiles. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a également rappelé aux organisations et services impliqués dans les enquêtes menées en zone de conflit l'importance du strict respect des procédures et des consignes relatives au traitement des dossiers sécuritaires. Il a enfin invité Human Rights Watch à poursuivre un travail objectif fondé sur les réalités observées sur le terrain, tout en rassurant que les interventions de services de sécurité s'effectuent dans le strict respect des textes légaux en vigueur.
À la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ministre des tutelles, a lancé l'appel à candidature des prix du service public édition 2026. Cette initiative, techniquement portée par l'École nationale de l'administration et annoncée lors de la première édition des conférences annuelles du service public, vise à promouvoir et valoriser les meilleures pratiques au sein des administrations et services publics de la République démocratique du Congo. Suivez. Comme annoncé lors des assises de la conférence annuelle du service public en décembre 2025, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé le jeudi 21 mai 2026 au lancement du prix du service public en RDC. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence, la transparence et l'innovation au sein de l'administration publique à tous les échelons. L'heure de mettre un focus sur la qualité du service public est arrivée. Et nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions aller vers une administration publique efficace, une administration publique efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats. C'est ce que nous recherchons. Et maintenant, les prix du service public est mis en place pour essayer de créer de l'émulation entre services, pour voir comment les services vont agir, vont travailler efficacement pour s'améliorer eux-mêmes. Le prix du service public récompense l'excellence à travers 5 catégories clés couvrant notamment l'innovation, la gouvernance, la qualité de service, la numérisation et l'inclusion. L'appel à candidature est déjà sur notre site web. Le formulaire de candidature, il faut rappeler que les candidatures se feront uniquement en ligne. Le formulaire est également déjà disponible en ligne au moment où nous parlons. C'est voulu ainsi parce que tous les services publics sont concernés aussi bien au niveau central, les administrations, les établissements publics, les entreprises publiques, qu'au niveau provincial et local. En récompensant publiquement les agents et services les plus performants, le gouvernement fait le choix de la motivation positive. Cette émulation saine devra transformer les fonctionnaires en véritables porteurs de changement, fiers de servir la nation. Revenons ici en province, poursuivant sa tournée de terrain. Jeudi 21 mai 2026, la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a inspecté plusieurs services clés de la Direction générale des douanes et assises au poste de péage de Kipushi, passant par la Direction des recettes du Haut-Katanga. Entre conditions de travail précaires des agents et doléances des administrés députés menés par l'honorable Mukwez Maloulou a adressé un état des lieux sans concession pour relayer au mieux les réalités locales auprès des autorités. Des précisions dans ce reportage a signé Esther Mbouyi et Dieu merci Djouza. Pour cette deuxième journée dans les territoires de Kipushi, l'honorable Mukwez Maloulou, accompagné de ses collègues de la Commission économie et financière, ECOFIN en sigle, ont poursuivi leur série de visites de terrain pour toucher du doigt les réalités locales. Première étape de la journée, la Direction générale des douanes et assises. Outre la présentation des civilités d'usage, les élus ont procédé à un état des lieux sans phare. Les constats sur place s'avèrent amers, marqués par des conditions de travail particulièrement difficiles pour les agents présents. Lors de ces passages, plusieurs administrés ont saisi l'opportunité pour exprimer leurs doléances directement aux députés. En réponse, la délégation a promis de transmettre fidèlement ces revendications aux autorités compétentes. Dans la foulée, les commissaires se sont rendus au poste des péages de Kipushi. Sur place, ils ont inspecté les bureaux de la Commission nationale de prévention routière avant de boucler leur tournée par la Direction de recettes du Haut-Katanga. Au sein de cette régie financière, le même exercice d'évaluation et d'écoute a été scrupuleusement respecté. Ayant fini, la délégation d'ECOFIN s'est rendue à la salle Mongoti pour la séance plénière afin de présenter les doléances de la population de ce coin.
Toujours à l'Assemblée provinciale, la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a évalué les réalités de terrain. En sa qualité de rapporteur, l'élu provincial Jimmy Ndombe Munyanga a dressé le bilan de cette descente qui a nécessité l'appui de la première institution provinciale. Face aux urgences constatées, le président de l'organe délibérant a immédiatement répondu favorablement en convoquant tous les services sectoriels impliqués. Regardez. Il s'agit de la proximité du site de stockage des minerais de l'entreprise Kiko avec l'école d'Ilungude et l'Institut technique Tutumike en violation de l'article 279 du Code minier qui stipule, sauf consentement du propriétaire ou occupant légal, nul ne peut occuper un terrain situé à moins de 1000 mètres. Honorable Président, Code minier n'a pas 1000 mètres, mais tout n'a toqué à pas l'honorable Président, il s'agit de moins de 10 mètres. Donc, Batoto, Banebeko na funda Mouima école, honorable Président, Beko exposé pour contamination, pour pollution et en violation du Code minier. Donc nous sollicitons, honorable Président, d'accompagner les travaux pour que la solution soit trouvée. Ici, il est question de plus de 100 familles en attente d'indemnisation de la part de la société Somika et Gécamine depuis le mois de septembre de l'année passée. Honorable Président, la Gécamine a signé un contrat d'amodiation avec Somika. Nous avons délocalisé plus de 100 familles au niveau du village Kassongo 3. Mais il s'est fait que depuis septembre de l'année passée, plus de 100 familles, dès qu'on a tchunga indemnisation de la part de la société, mais jusque-là, le dossier à Tuyoué n'a jamais à niveau CANI. Nous venons ici, honorable Président, solliciter sous votre concours qu'après une séance, tout fatigué et membre à fond à Kouyoua, à ma famille, de plus de 100 familles victimes, honorable Président, Bakouye va retrouver ma droit par rapport au processus d'indemnisation. L'entreprise Kiko a délocalisé ma ferme, ma nyumba, Bantu, Djouya Kouyenga, route de contournement. Mais depuis la délocalisation jusqu'à ce jour, honorable Président, ce processus n'a pas encore abouti. Nous venons aussi solliciter que Bantu Bote, ma compatriote, Bantu Kouye, toi, Babakwa délocalisé, Bakouye rétabli dans leurs droits. Il est à noter avec regret que la commune rurale de Kipouchi n'a pas un dépotoir public. Cité à Kipouchi, commune rurale à Kipouchi, honorable Président, on nous fait savoir par les services qu'il y a un dépotoir public. Le dépotoir public qui existait appartenait à un village dont j'étais le nom et dont le chef de village d'abord réclamait qu'il a pris en toute illégalité au point qu'il est fâché par Rimouchi-Chayo. Au moment où nous parlons, la cité de Kipouchi n'a pas un dépotoir public. Tu n'as posé ma question à Pouliza, Bouchafu, Wapi, parce qu'il n'y a pas un dépotoir public. Na mapeur ya mingi, bien sûr, ni mapeur ya Gécamine, mais les mapeur qui sont enveilleuses. Aïna octroyé pour ma société ingine iko tout enveilleuse. Jo, ça sa population à l'omba, honorable Président. Au lieu de laisser ces peurs enveilleuses, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un plaidoyer de manière à ce que beaucoup ya tape mo ya piri, mon disposition ya population ya Kipouchi, de manière qu'il résorbe un peu la criminalité, honorable Président. Mesdames et messieurs, place à présent à l'actualité sportive. Un seul titre à retenir en sport. Les Corbeaux du tout-puissant Glébert Mazembe enchaînent les victoires dans la phase retour des playoffs du championnat national. Jeudi 21 mai 2026, au stade Mazembe, l'équipe de la Kamalondo s'est imposée devant l'AS Maniema Union par la note de 3 buts à 0
du côté de la ville-province de Kinshasa au stade Tata Raphaël. La rencontre qui opposait l'association sportive Victoria Club aux Aigles du Congo n'a pas connu une fin normale. La rencontre a été interrompue à la 87e minute suite aux désordres et troubles enregistrés relatifs au mécontentement des supporters. Bovin Kazadilou Kwanga nous en dit plus dans ce commentaire. La liste des victimes des corbeaux de Tout-Puissant Mazembe Nglebert dans cette phase retour des playoffs de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo ne cesse de s'allonger. Face à Maniema Union en difficulté dans cette phase, le TP Mazembe s'est montré féroce avec ses attaquants assoiffés de marquer. L'ouverture du score s'est invitée sur ce penalty provoqué par Gloire Moudjaya, fauché par Mwanda dans la surface de réparation. Marc Diouf, portier de Mazembe, réalise un contre-pied parfait à la 15e minute. À se présenter alors que Faverdi Bombeli avait le ballon. Fabrice, il a soif. Les spécialistes de pénalty, le gardien sénégalais Marc Diouf qui s'élance et qui va tirer. Toujours en quête de faire la différence au classement en termes de goals average et des points. Les hommes de Silman Rao se sont illustrés à la 27e minute par cette action de Mbingimbelo. Kikassa pour chercher Shadrack Mbingimbelo. La fin. Cet avantage n'a pas du tout découragé les unionistes de Maniema Union qui ont voulu appliquer leur savoir-faire devant Marc Diouf, mais trahis par l'irréalisme des Pitroapa et Bidoya qui n'ont pas réussi à violer la cage de Marc Diouf. Après la pause, les corbeaux de Tout-Puissant Mazembe Nglebert bénéficient le 3e but sur un super coup franc des merveilles à Kikassa à la 71e minute. Merveille Kikassa qui va se lancer pour jouer ses coups francs. 3-0, score qui a sanctionné la 6e journée au stade Mazembe de la Kamalondo. De l'autre côté de la capitale congolaise, précisément au stade Tata Raphaël, dans un duel qui opposait l'AS Vita Club et Aigle du Congo. La rencontre n'a pas connu la fin normale alors que le score était de 1 but partout. Un derby transformé au champ des batailles à la 87e minute du temps réglementaire de la rencontre. Après les 1 but partout marqués respectivement par Diombieye des Aigles du Congo à la 6e minute et Jonathan Ikangalombo à la 80e. Suite à ces comportements, le match a été suspendu. Voici venir, mesdames et messieurs, l'actualité internationale juste après cette transition. L'actualité internationale reste dominée par le Maroc où au moins 9 morts ont été signalés dans l'effondrement d'un immeuble alors que la ville de Durban en Afrique du Sud évacue des migrants craignant des violences xénophobes. Leroy Mwambakata lui nous en dit plus à travers ce condensé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par cette actualité. Un immeuble résidentiel de la ville marocaine de Fès s'est effondré jeudi, faisant 9 morts et plusieurs blessés, ont indiqué les autorités. Selon un premier bilan communiqué par l'agence de presse officielle MAP, 4 personnes ont trouvé la mort et 6 autres ont été blessées dans cet accident. On ignore combien de personnes se trouvaient au total à l'intérieur de cet immeuble de 5 étages au moment de l'effondrement. Le dernier bilan a été encore provisoire selon un tribunal de fait qui l'a annoncé, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte. En décembre dernier, des autres immeubles se sont effondrés à Fès, faisant au total 22 morts. Et puis les autorités sud-africaines ont procédé jeudi à l'évacuation de plusieurs centaines de migrants réfugiés dans un centre paroissial de Durban, grande métropole portuaire de l'est du pays, après une montée des intimidations et menaces visant les étrangers, notamment ceux en situation irrégulière. Environ 400 personnes originaires de la République démocratique du Congo, du Rwanda, d'Éthiopie, de Somalie, du Burundi, d'Ouganda ou encore de Tanzanie ont
ont été conduites en autocar vers un centre gouvernemental pour réfugiés. Beaucoup avaient trouvé refuge depuis plusieurs jours dans les locaux du Conseil des églises Diaconia au cœur de Durban. Après des opérations de harcèlement menées dans plusieurs quartiers populaires, selon de nombreux témoignages recueillis sur place, des groupes hostiles auraient mené des campagnes de porte-à-porte enjoignant les étrangers à quitter le territoire avant le 30 juin sous peine d'être attaqués. Et terminons cette ronde internationale par cette actualité. Donald Trump devait être traduit devant la justice internationale pour la guerre en Iran et pour son soutien aux actions d'Israël. C'est ce qu'affirme l'avocat américain Red Brody, celui que l'on surnomme le chasseur des dictateurs, accuse le président américain d'être lui-même un aspirant dictateur. Après le Venezuela, Trump s'est montré menaçant envers Cuba et la Groenland, impossible face aux critiques de plusieurs pays autrefois alliés des États-Unis qui l'accusent aujourd'hui de violer les droits internationaux. De la même manière que Vladimir Poutine aurait commis les crimes d'agression, Donald Trump, par sa guerre contre l'Iran, est également un crime présumé pour avoir violé le principe le plus fondamental de l'ordre international d'après-guerre en violation de la Charte des Nations Unies. Et ça sera la fin de cette ronde en international. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Dernière note avant de terminer, et c'est l'invité de votre journal. Commémoration à l'échelle mondiale ce 22 mai 2026 de la journée de la biodiversité. Une date qui permet aux uns et aux autres de réfléchir sur la conservation harmonieuse de la flore ainsi que de la faune. Le Haut-Katanga prend-il en compte les défis liés à sa biodiversité? Pour en parler, Dixon Kabangé, environnementaliste, a été joint au téléphone par notre confrère le roi Mwamba Kataloué. Je vous prie ici de suivre leur échange téléphonique. Monsieur Dixon Kabangé, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes environnementaliste, Léo Katanga, une province riche en minerais, mais aussi en écosystèmes, à marge de la journée mondiale de la biodiversité. Dites-nous, quel est l'état actuel de la biodiversité dans la province du Haut-Katanga? C'est une journée très importante par le répond à la Convention de Rio de 1992. Avec cette journée, c'est une journée de sensibilisation des communautés et des populations pour la conservation de la biodiversité. Pour revenir à votre question en rapport avec l'état des lieux, il est alarmant. Il y a des facteurs qui influencent directement l'érosion de la biodiversité dans notre région. Le premier phénomène d'industrialisation avec le phénomène d'entreprises minières. Ces entreprises-là occupent des vastes étendues qui sont découverts et qui ne participent pas aussi à la protection de la biodiversité parce que par le fait que les arbres, les micro-organismes qui favorisent la fertilisation, tous les oiseaux et les insectes qui sont dans ces étendues-là se retrouvent décimés. Le deuxième facteur qui est alarmant, c'est par rapport à l'explosion démographique. Vous savez, le Lubumbashi connaît maintenant une explosion démographique galopante avec plus ou moins 6 millions d'habitants qu'il faut nourrir. Avec ça, il y a des vastes étendues qui sont dévastées en rapport avec l'agriculture pour pouvoir aux besoins de toutes les communautés et toutes les populations. Et cela aussi a des conséquences directes sur les diversités biologiques. Y a-t-il des espèces emblématiques de la province qui sont aujourd'hui en danger critique? Il y en a autant. D'ailleurs, les statistiques mondiales nous démontrent que chaque année, au moins 45 espèces disparaissent totalement de la planète. Vous voyez, par exemple, ici chez nous, les rongeurs, les sauterelles, et qui constituaient même un aliment pour certaines communautés. Derrière les jardins zoologiques, là, il y avait beaucoup de sauterelles dans les années 90 qui ont totalement disparu. D'autres espèces telles que les reptiles et une série d'oiseaux qui ont soit migré ou soit disparu parce qu'ils n'ont pas l'habitat naturel. Comme la biodiversité, c'est cette complexité écosystémique qui prend en compte les organismes vivant sur la terre, dans l'eau,
même sous le sol, avec les activités humaines, l'empreinte écologique aujourd'hui est très remarquable et beaucoup d'espèces se retrouvent menacées. Quels sont les impacts déjà visibles du changement climatique sur les écosystèmes dans les Hauts-Katanga, que ce soit la saison, le feu de brousse ou disponibilité en eau? Les impacts sont tellement visibles qu'on ne peut pas les chercher. Vous voyez par exemple la disparition de plusieurs hectares de forêt, de la forêt de Niombo. Cette forêt regorge plusieurs diversités. Vous n'êtes pas sans savoir que 80% d'êtres vivants vivent sous le sol. Lorsqu'on a coupé les arbres, on a déblayé les phénomènes de réchauffement climatique. Il y a une chaleur intense qui pique le sol. Ces micro-organismes disparaissent. Il y a aussi tous ces insectes, tous ces oiseaux qui prennent les canopées d'arbres comme des habitats naturels. Lorsque cet arbre est abattu, ces oiseaux, ces insectes n'ont pas où aller. C'est ainsi qu'il y a carence aujourd'hui, par exemple, les chenilles, on n'en a pas. Il faut les importer de la Zambie et du Zimbabwe. Alors que ce sont des pays presque semi-désertiques qui devraient se ravitailler en principe chez nous. Donc, la prise de conscience et la prise en compte des cris d'alarme des acteurs environnementaux doit être considérée et prise en compte. Monsieur Dixon Kabange, Magloire Radio Télévision vous dit merci d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie aussi Magloire Télévision pour avoir pensé à nous. Ce journal est complètement terminé. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end en compagnie de votre télévision Magloire. À très vite. Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision au cœur de l'actualité.